Je m'appelle Mohamed Ben Yahya, je suis directeur de la communication au ministère de l'Environnement et je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de cette conférence de presse. Donc, je voudrais vous dire d'abord que nous allons disposer de 30 à 45 minutes au plus. Vous aurez bien entendu l'opportunité de poser vos questions. Je vous demanderai de vous présenter et de présenter également l'organe pour lequel vous êtes ici. Donc, dans un premier temps, je voudrais inviter M. Kaniete, qui va faire sa première intervention, suivie de celle de Mme Hakim Al-Hayti, et ensuite nous passerons par la suite à vos questions. Donc, Monsieur le Commissaire, s'il vous plaît, vous avez la parole. Il faut demander. Attendez une seconde, monsieur. Oui, je vous demanderai de patienter en attendant que le traducteur se mette en place. C'est bon? Parfait. Merci. Est-ce que je dois reprendre ou est-ce que vous avez capté quelques... Voilà. Alors, je disais donc nous disposons de 30 à 45 minutes pour cette conférence de presse. Encore une fois, bienvenue à vous tous et toutes. Vous allez donc vous présenter, s'il vous plaît, et présenter l'organe de presse quand vous prendrez la parole. Mais avant tout cela, M. Kaniete, le commissaire européen pour le climat et l'énergie, prendra la parole, suivi de Mme la ministre de l'Environnement, Hakim Al-Hayti, et ensuite la parole sera à vous pour poser vos questions. Monsieur Kaniete. Bonjour, merci à tous d'avoir participé à cet événement. C'est un plaisir pour moi d'être ici à Rabat. Et je voudrais d'abord remercier les co-organisateurs de la conférence, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et je remercie tout particulièrement le Royaume de Maroc qui accueille cette conférence et à Sa Majesté Mohamed VI pour le haut patronage de ce forum. Au cours de ces 2 jours, nous avons eu des échanges de qualité, des discussions ouvertes et constructives, et c'est dans cet état d'esprit que nous devons continuer d'avancer dans nos préparations pour la conférence de Paris sur le climat qui s'ouvrira dans 6 semaines à peine. Allow me to continue in English. I would like to say a few words on the conclusions of our discussions. Our first objective was to look at the aggregate effect of countries' intended contributions to the new agreement. To date, 149 countries, representing almost 90% of global emissions, have announced their INDCs. And this is great news, because this goes way beyond what we already have today under the second commitment of the Kyoto Protocol, where only 35 countries, representing 14% of global emissions, have targets. So what we are all witnessing is a major shift from action by few to action by all. And that is a clear signal of governments that they want to make Paris a turning point in the fight against climate change. Without Paris on the horizon, many countries would not have felt pressure to put forward their pledges. As a result, we are closer to 2 degrees centigrade than we would be otherwise. But now the question is, will this be enough to avoid dangerous climate change? We know that these intended emission reductions alone will not be enough to keep global warming below 2 degrees. During the last 2 days, experts at this forum confirmed that we need more in order to put us collectively on an optimal path toward the 2 degrees objective. According to the Commission study by the Joint Research Center, we are already around 3 degrees Celsius. Staying below 2 degrees will require further strengthened global action, building of the foundation of the current INDCs. Without these INDCs, however, there is a risk that the average global temperature could rise by at least 3.8 to 4.7 degrees centigrade, according to the latest assessment by the Intergovernmental Panel on Climate Change. So that is why implementation of the INDCs will be crucial. So faced with this challenge, how can Paris help us keep up and raise the global ambitious level? Paris will need more than just the aggregation of INDCs. Paris will need to deliver an ambitious mechanism to ensure countries step forward regularly until the objective is reached.
And this is precisely what the European Union is advocating for in the new Paris Agreement. For me, the conclusions from this forum confirm what the European Union wants to see in the new agreement. First, we need a long-term goal, a shared vision of our destination of travel. The European Union wants to see a 50% cut by 2050, compared to 1990 levels. Second, we need a global stocktake every 5 years to consider and strengthen emission targets in light of the latest science and progress made to date. And third, we need robust transparency and accountability rules, because without a strong system to track and implementation of our targets, the agreement will not be credible. As I mentioned earlier, the scope and scale of INDC is an achievement in itself. It's important to note that the benefits of this INDC process go beyond the aggregate effect of the current intended emission reductions. This process has a wider impact. For example, the means for access to energy, better and cheaper transport, fuel import costs, health benefits, and other important elements that result in better quality of life for many people. In preparing their contributions, countries across the world have done serious work, approved at the highest political level, to design comprehensive climate strategies, and many for the first time ever. This represents a unique effort never seen before. This year, the European Union swiftly mobilized technical assistance to help international partners who needed support in the preparation of their INDCs. And one of the lessons learned in the preparation of INDCs was that there were relatively few guidelines to guide countries in the preparation. In the future, common accounting rules and a common INDC submission format would also help clarify the impact of the contributions and improve mutual understanding. Of course, ambitious emissions reductions will be the best way to put us on track to the 2 degrees objective. However, a balanced and comprehensive Paris outcome will also need to address other essential elements, including adaptation to the impacts of climate change and the mobilization of financing for climate action. This forum has confirmed that there are significant opportunities to advance climate action while boosting economic growth and sustainable development. The mobilization of climate finance will play a key role in unlocking these opportunities, along with other elements such as supportive regulatory frameworks and the development and use of clean technologies. With regard to the progress toward the $100 billion United States goal, I am pleased to know that the latest estimates show that climate finance reached $62 billion United States in 2014, as indicated in the recent OECD report. So the message is very clear. The world is on track to deliver the $100 billion goal. Let me assure you that the European Union is ready to continue to do its part. We are the biggest donor of climate finance, €9.5 billion in 2013 alone, and we are committed to a scaling up of our support. I explicitly welcome the announcement by France, the UK and Germany to double the climate finance by 2020. Overall, by mid-November, the European Union will present its climate finance figures of 2014. The preliminary figures suggest that we will go beyond the 2013 figure. Let me conclude with a few words on the next steps in the run-up to Paris and beyond. Next week, negotiators meet in Bonn for the last official negotiating session before Paris. It is now time to translate the political will we have seen at recent meetings into concrete negotiation results. The new co-chair's test is finally a short and readable basis for negotiation, but is very clearly not yet the landing ground. The test is not well balanced and lacks in ambition and on specificity on many issues, including, for example, transparency and accountability, as well as a mechanism to dynamically raise mitigation ambition over time. Also, the main political issues, such as long-term goal and legal form of the Paris Agreement, are still open. Next week in Bonn, we will need to make substantial progress on the draft text of the agreement if we are to be ready to conclude a deal in December. I am confident that the discussions we have here in Rabat can also fit into this process. So while we get ready to conclude a new global deal in Paris in 6 weeks' time, let us not forget that COP21 is not the end of the road,
but rather the beginning of a new leg on our journey towards a safer, more sustainable future. Thank you for your attention. Merci, Monsieur le Commissaire. Merci, Monsieur le Commissaire. Je voudrais inviter Madame la Ministre Hakima El Haïty de prendre la parole. Vous avez... Je pense que Monsieur le Commissaire a tout dit et que sur les conclusions de ces 2 jours de travail, et que moi, puisqu'il vous a fait toutes les déclarations, je vais vous raconter une histoire. Il y a 2 années ou 3 années, quand j'ai été pour la première fois partie prenante dans les négociations, c'était exactement en octobre 2013, j'ai été à Varsovie. J'avais entendu le ministre des Philippines venir dire dans la réunion plénière devant 4000 personnes. Et c'était, je vous rappelle, après les catastrophes qui se sont passées, la catastrophe naturelle qui s'est passée aux Philippines et qui a coûté la vie à 240 000 personnes. Ce ministre est venu nous dire, moi, à chaque fois que je viens négocier dans les changements climatiques, j'ai le sentiment de négocier pour qui va venir, qui va mourir et qui va vivre. Et ce jour-là, je pense que pour toute la communauté internationale, il y a eu un avant et un après le jour de cette déclaration. Parce que ce jour-là, on s'est posé la question, est-ce que mourir à cause d'une catastrophe des changements climatiques, est-ce un crime contre l'humanité? Est-ce des vies sacrifiées? Est-ce que nous sommes conscients de ce qui se passe au niveau mondial? Et la communauté internationale a pris conscience. Et il y a eu de grosses décisions qui ont été entérinées pendant cette réunion. C'est pour vous dire que les négociations sur les changements climatiques, ça fait 20 ans qu'elles sont là. Vous allez me dire, quelle raison nous avons aujourd'hui de changer de cap et de dire que nous allons commencer une nouvelle ère de négociation? Ça fait 21 ans exactement qu'on négocie pour les changements climatiques. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce qui a changé, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus ou très peu, et je dirais 5% seulement, des scientifiques à travers le monde qui ne reconnaissent pas les impacts des changements climatiques. 95% des plus grands scientifiques de ce monde disent que c'est un fait et une réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est la mobilisation. Aujourd'hui, tous les acteurs, parce qu'avant, dans les changements climatiques, c'était que des négociations des ministres de l'Environnement. Aujourd'hui, c'est le secteur privé qui est impliqué, c'est les territoires qui sont impliqués, c'est la société civile qui est impliquée, c'est les médias qui sont impliqués et c'est les citoyens qui sont impliqués. Aujourd'hui, nous avons démocratisé la notion et la perception et la compréhension et la réaction face au changement climatique. C'est ça ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est qu'avant, quand on a voulu signer le protocole de Kyoto, on a attendu 8 années pour que les pays le ratifient. Et combien de pays l'ont ratifié? 35 pays. Aujourd'hui, nous avons 150, hier c'était 149, aujourd'hui c'est 150 pays qui ont déposé leurs propositions, qui ont déposé leurs engagements, leurs contributions pour réduire les gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, nous vivons un tournant dans l'histoire des changements climatiques. Aujourd'hui, on ne parle plus du climat dans les changements climatiques. Aujourd'hui, on parle de la dignité, on parle de l'homme et de l'humanité. On parle de mettre au cœur du développement l'homme et la préservation de la vie. C'est de ça qu'on parle dans les changements climatiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a mine de rien 1 milliard de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès à l'énergie. Il y a 750 millions de personnes dans le monde, dont 300 millions en Afrique, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il n'y a qu'en Afrique 500 millions de terres qui sont dégradées et qui menacent tous les jours la sécurité alimentaire des populations africaines. Il y a des territoires qui risquent d'être effacés de la planète. Donc aujourd'hui, nous avons compris, et c'est ce que nous avons
encore confirmé durant ces 2 jours de travail. Nous avons compris que nous avons la responsabilité de nos enfants, parce qu'il ne s'agit plus des générations futures. Avant, on parlait des générations futures. On avait l'impression que c'était très loin. Eh bien non. Aujourd'hui, en 2050, si nous ne faisons rien, eh bien la ministre qui était là et qui représentait les Maldives risque de partir avec ses territoires. Il risque d'être effacé de la terre. Et donc aujourd'hui, il y a une réelle menace. Et nous, les États, nous avons pris conscience. Et nous, le Maroc, nous avons donné l'exemple au plus haut sommet de notre autorité, par Sa Majesté le Roi, que nous sommes engagés dans cette bataille, comme a dit Sa Majesté, que Dieu l'assiste. C'est une bataille du changement climatique qui ne finira pas à Paris, qui ne finira pas avec notre génération. Soyez convaincus, mesdames et messieurs. C'est une bataille de long terme. Et c'est pour ça que, même en disant que les efforts que nous avons faits ne sont pas suffisants, mais nous avons fait, monsieur le commissaire, une révolution en 2 années depuis que j'assistais en tant que consultant dans les négociations climatiques. Et je me disais, ils sont fous ces ministres. Je suis partie une fois et je me suis dit, je ne reviendrai plus jamais, parce qu'ils disent toujours la même chose. Mais nous avons fait une révolution en 2 années. Nous avons mobilisé toutes les énergies latentes en 2 années et nous avons fait des progrès parce qu'on parlait de 6 degrés d'augmentation de la température. On parlait de 4 degrés, de 5 degrés d'augmentation de la température. Jamais on n'a pensé que les contributions seraient quelque chose de réel. Quand on en a parlé à Varsovie, personne ne pensait que les pays allaient venir avec leurs propositions. Aujourd'hui, c'est une réalité. Certes, on n'est pas ambitieux, on n'a pas le choix que d'être ambitieux. Il faut qu'on fasse plus. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on soit plus intelligent, plus innovant, pour apporter encore des propositions qui vont sauver ces territoires qui vont disparaître. Nous n'avons pas encore réussi à atteindre les objectifs, certes, mais nous avons fait des miracles en 2 années et je l'atteste très honnêtement parce que j'étais là et j'ai vu comment l'évolution s'est faite. Aujourd'hui, nous avons un secteur privé qui y croit. Il y a eu 350 milliards de dollars qui ont été investis par le privé l'année dernière. Et cette année, nous voyons une mutation au niveau du système bancaire. Aujourd'hui, la Banque mondiale est venue nous dire, eh bien moi, de 29%, tous mes investissements, ils seront durables, ils seront verts. Eh bien, qu'est-ce que nous cherchons? Au niveau mondial, nous allons à Paris, nous les pays en développement, parce que moi, je salue ce qui a été fait au niveau international, par tous les pays. Mais n'empêche que je viens d'un pays qui souffre tous les jours dans sa chair des changements climatiques. Je viens d'un continent qui tous les jours souffre et voit ses populations migrer et se faire tuer dans la Méditerranée. Et donc, nous partons à Paris en espérant que la communauté internationale va se mobiliser et va faire en sorte que nos problèmes soient les leurs, que l'adaptation ait réellement sa place dans les accords de Paris, que l'accord de Paris soit un accord flexible. On ne peut pas faire un accord et l'oublier parce qu'on a besoin de bouger encore les limites, qu'il soit flexible et qu'il nous permette de réviser les contributions tous les 5 ans ou tous les 4 ans, ou peu importe, mais il faut qu'on les révise. Il faut qu'on parte pour Paris en appelant et en ayant espoir que la communauté internationale mobilisera plus de fonds, que la communauté internationale, non seulement dans l'accord de Paris, mais dans ses politiques publiques, assoira une cohérence de ces politiques, parce qu'il ne s'agit plus d'aller financer des installations à charbon au même coût et aux mêmes intérêts qu'une installation d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il faudrait une cohérence mondiale qui converge vers une sobriété et vers des installations sobres en carbone. Donc on s'est félicité parce qu'il y a eu de bonnes annonces aujourd'hui par l'Allemagne, par la France, qui ont doublé leur participation au Fonds vert. Il y a eu l'annonce de la France sur le système d'alerte qui va être lancé au niveau des pays émergents et des pays les moins avancés.
Il y a eu également l'annonce de l'Allemagne sur les 400 millions de personnes qui sont vulnérables aux catastrophes naturelles en relation avec les changements climatiques qui vont être assurés. Et ce n'est pas rien, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de refaire de l'histoire et que les changements climatiques n'est plus une histoire de ministre de l'Environnement, c'est une histoire de développement, c'est une histoire de volonté politique des pays, c'est une histoire d'engagement des groupes comme le G20, des groupes comme le G7, des groupes comme le G5. C'est une histoire d'engagement des consciences. On a vu le pape, on a vu la conférence d'Istanbul, où toutes les autorités religieuses ont appelé les citoyens. C'est une histoire de vous et moi, mesdames et messieurs, c'est une histoire de nous tous et de tous les jours et de la vie de tous les êtres humains et des êtres vivants sur cette planète. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci, mesdames et messieurs. Plaidoyer très engagé et très fort. Alors, la parole est à vous, mesdames et messieurs les journalistes. Allez-y. Oui, bonjour, Roumia Ahmed Mikida, journal magazine Le Point Afrique. J'ai 2 questions pour la ministre et pour le commissaire européen, notamment sur les pertes et dommages. Vous avez parlé des petits États insulaires. Les Caraïbes, lors des négociations, ont parlé du problème justement des pertes et dommages. Quelle est la position de l'Union européenne par rapport à ces pertes et dommages? Est-ce qu'elles seront intégrées, cette notion sera intégrée dans le texte comme pour l'adaptation? Et la deuxième question, c'est le financement du Fonds vert. De combien exactement les pays donc l'Allemagne et la France, ont promis en fait ce financement? Well, for sure, loss and damage will be a very important subject in COP21. We already established in the past the Warsaw mechanism to face this problem, but the Pacific Islands and the island states demand that there is a recognition of loss and damage within the protocol. So this will be a subject that will be on the discussion and how to address specifically loss and damage. Under the G7, there was the development of an insurance, the commitment to develop an insurance mechanism to cover more than 400 million people with possible insurance mechanisms, and that's another thing that is going to be developed. On the Green Climate Fund, we had today the interventions of the responsibles of the Green Climate Fund, and they have now resources that have been not only committed but have been delivered, and the first projects will come in the next day. So we are quite satisfied that the Green Climate Fund is becoming operational, and many projects will come online in the next days. It will be important because it's a very useful tool to fight climate change. On the other side, Member States and the European Union are committing, France, Italy, United Kingdom and Germany have committed to double the support, and for the global support for climate finance. The pledges for the Green Climate Fund are different. This is global support for climate finance, but the important thing now is that every party who has made commitments delivers. We get the 10 billion within the disposition of the fund, and that they can start making good projects. With that commitment we have, that 50% will be adaptation and 50% mitigation. Je voudrais juste ajouter une petite précision, parce que les pertes et dommages sont actuellement justement en discussion au niveau de l'accord, mais il faudrait ajouter la précision que quand on parle des pertes et dommages, cela signifie qu'aucune possibilité d'adaptation n'existe. C'est-à-dire que quand on ne peut plus adapter, c'est à ce moment-là qu'on parle des pertes et de dommages. Et il ne faut pas mélanger pertes et dommages et catastrophes naturelles, parce qu'il y a un autre fonds et il y a une autre convention des Nations Unies qui, elle, gère tout ce qui est risques naturels et catastrophes naturelles. C'est effectivement
en discussion et c'est cette incompréhension des limites où on va fixer les pertes aux dommages qui persistent au niveau des accords et c'est ce qu'on est en train de discuter actuellement. Les États-Unis et l'Australie émettent quand même des objections sur justement ce financement parce qu'ils vont déjà donner de l'argent pour l'adaptation et apparemment le Congrès américain, c'est ce qui s'est posé comme question. Si l'Amérique doit intervenir par rapport à ces questions-là, elle doit passer par le Congrès américain. Dites-moi si je me trompe, hein. Au fait, vous savez, nous, quand on parle de l'accord de Paris, et ça c'est très important, ce que nous voulons en tant que parti, et quand je dis parti, toutes les parties du monde, c'est avoir un accord contraignant et universel. Nous, on ne veut pas d'un accord qui va mettre 20 ans pour être ratifié. Il n'y a pas que les États-Unis qui va tarder à le ratifier. Vous rappelez-vous le protocole de Kyoto, on a mis 8 ans pour voir 35 pays ratifier le protocole de Kyoto. Nous, on ne veut pas d'un accord qui va mettre 20 ans pour être 10 ans pour être ratifié et 20 ans pour être mis en œuvre. L'urgence mondiale nécessite qu'on trouve le moyen le plus flexible, bien sûr, mais aussi le plus contraignant, mais flexible pour ratifier un accord. On n'a pas besoin d'un traité, on a besoin d'un accord universel où tout le monde est d'accord, et ça c'est très important, que tout le monde s'engage à respecter ses contributions et ses engagements, et c'est sur ça qu'on travaille et c'est sur ça qu'on milite. Alors pour les pertes dommages, je vous ai répondu, je pense que l'incompréhension de cette notion des pertes et dommages par de nombreux partenaires fait qu'il y a encore des discussions. Personne n'a refusé de financer quoi que ce soit. C'est sur la table des négociations, seulement il y a des incompréhensions quant aux pertes et dommages. Parce qu'on ne peut pas parler des pertes et dommages quand on ne peut parler des pertes et dommages qu'au moment où on ne peut plus adapter. C'est-à-dire tant qu'on peut faire de l'adaptation, et c'est de là qu'est venue la position des États-Unis, ils n'ont pas refusé, non. Ils ont expliqué, je suis d'accord avec eux, et la majorité des scientifiques aussi, qu'on ne peut parler des pertes et dommages que lorsqu'on a fini avec les possibilités d'adaptation. Allez-y, madame. Très bien. Allez-y. C'est BBC, je crois, hein, c'est ça? Roger Harriban from BBC News. Can you give us any more precision about where you think the INDCs will take us? The only figure I've heard so far is about 3 degrees. Climate Analytics said 2.7 degrees. You've been considering it for a couple of days. Can you get any closer to a precise number or more precise number? What I can say is that we have a study of our Joint Research Center of the European Union, and they say we are around 3 degrees. So la fossette is very near 3 degrees, but it may be up or down. There are other estimates of 2.7 and another which are much more pessimistic. But we have been analyzing, as they have been coming, all the INDCs and the Commission data. Speaking of the data we have, the Joint Center, we say around 3 degrees, which is quite positive because if you take into account what the IPCC panel stated in business as usual, there was between 3.7 and 4.8 business as usual. So it means INDCs already on the table, if implemented, will make a substantial impact, which is not enough, but as the ministers say, fighting climate change is going to be a task not for this generation, but for more generations. But if we establish a protocol with a mechanism in which you periodically review the level of ambition, we will have a very useful tool to close the gap. But the gap is not as big as the more pessimistic analysis of the IPCC expected if the INDCs are transformed in NDCs and fully implemented. Can I just clarify another number? You mentioned the 35 participants in the Kyoto Protocol, comprising, was it 14 or 40? 14. Is 13 point something.
Thank you. It doesn't reach even 14. So it's a substantial change. We come from 35 countries to 150. From less the emissions cover only for 14 to 90. 149. 149, non. Donc, J'aimerais répondre à M. Arven. J'ai une réponse pas différente de celle de mon collègue, Monsieur le Commissaire. Les chiffres concernant la température et l'évaluation des contributions. Moi, personnellement, la première fois, quand on a parlé de ce chiffre, je leur ai dit, en tant que spécialiste de la chose, quand vous faites un calcul, ça dépend des hypothèses, ça dépend de ce que vous allez intégrer dessus. Moi, quand on a fait le chiffre la première fois, on a calculé les contributions sur la base des indices qui ont été présentés par les pays. Et moi, j'ai dit, je me rappelle, c'était ma remarque à Monsieur le Commissaire, pourquoi les autres initiatives ne sont pas calculées? Elles ne sont pas à l'intérieur des indices. Pourquoi on ne les a pas agrégées à l'intérieur des indices? Pourquoi le taux de séquestration des carbones dans les forêts n'a pas été intégré dans les hypothèses de diminution de la température? Et donc, moi, je n'aimerais pas quand on colle à cette histoire de 2,7 ou 2,8 ou 3 ou autour de 3, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on soit sur une courbe dégressive et qu'on sache l'intervalle dans lequel on va arriver à 2 degrés ou 1,5 degrés. C'est que vous me disiez et que les scientifiques me disent « Oui, madame, messieurs, vous allez être à 1,5 degrés » dans l'horizon 2030, autour de 2030. C'est ça ce que j'ai besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir si je suis à 2,7 ou 2,7,1 ou 7,2. J'ai besoin de comprendre et de savoir que les efforts des pays, est-ce qu'ils sont suffisants? Non, ils ne sont pas suffisants. Il faut encore plus d'efforts et qu'il faut que les efforts qu'on va faire dans les années à venir soient encore plus intenses pour qu'on puisse atteindre cet objectif et être dans un intervalle de 1 degré au lieu d'être autour de 3 degrés. Il faut être autour de 2 degrés, même pas autour de 2 degrés, autour de 1 degré pour dire oui, peut-être on est à 1,5 et c'est ce que demandent les États insulaires pour qu'ils puissent faire face au changement climatique. Donc je pense qu'il faut plus parler de trajectoire et pas de température. La trajectoire qui va nous amener vers les 2 degrés pour lesquels nous sommes en train de militer. Ici. Allez-y, madame. Khaira Arab du site d'information actuel. Madame la ministre, permettez-moi de vous féliciter. En tout cas, je suis contente que vous êtes, après ces 2 journées de travail, vous êtes tombée sur un accord et ça fait plaisir. Madame la ministre, je voudrais revenir sur le secteur du privé. Comment vous êtes arrivée à les impliquer? Et est-ce que c'était un travail vraiment forcé? Est-ce que voilà, je voudrais ce matin, en faisant ma revue de presse, j'ai lu que durant la COP 21 à Paris, on va beaucoup plus discuter sur le fonds vert que cette sur ce, enfin, je trouve pas mes mots. On va discuter beaucoup plus sur le fonds vert que sur cette que la réduction, oui. Et Madame la ministre, permettez-moi de vous poser cette question un petit peu personnelle. Quelles sont vos appréhensions? Quelles étaient vos appréhensions avant la tenue de ces 2 journées? Merci. Merci Madame Arab. Écoutez, le secteur privé au niveau mondial m'a surprise personnellement. Je vous donne mes appréciations personnelles. Quand j'ai été au sommet du Business Summit en France, à Paris, j'ai été impressionnée d'abord par le nombre d'initiatives privées à travers le monde. Et je peux vous donner de très très beaux exemples au Maroc aussi. Impressionnée par le nombre d'initiatives qui ont été menées. Et non seulement c'était pas des speeches, c'était pas des gens qui sont venus nous faire des présentations. Ce sont
des investisseurs et des entreprises qui sont venus nous dire « Nous avons, secteur privé, en 2015, injecté 350 milliards de dollars dans tout ce qui est vert. » Et bien sûr, à Paris, il y a eu les 600 plus grosses entreprises mondiales qui sont responsables de 70% des émissions mondiales. Et c'est pour ça que je parlais de cohérence. Je peux vous dire que l'appréciation que j'ai personnellement de ce qui se passe dans les changements climatiques, c'est que le privé est parti plus loin que les États. C'est que les territoires sont partis plus loin que les États. À Lyon, il y a eu la ratification ou la signature d'une convention entre tous les territoires au niveau mondial. Je pense que c'était la convention qui a été le plus ratifiée et le plus signée au niveau mondial, engageant les territoires à diminuer de gaz à effet de serre de 25%. Et je me rappelle, j'avais dit un terme, j'ai été bluffée quand la mairesse de Genève est venue nous parler de sa Smart City, quand le maire de Lyon, où on se trouvait, nous a parlé de ces quartiers à énergie positive, des quartiers qui produisaient de l'énergie au lieu d'en consommer, j'ai été bluffée. Donc c'est juste pour vous dire que le secteur privé est pleinement dedans, qu'il faut rendre un hommage à la France qui a fait une mobilisation sans précédent du secteur privé pour la COP22. Nous allons en profiter au Maroc parce que les Marocains, la CGEM et à leur tête la présidente de la CGEM, les fédérations marocaines ont été impliquées dans le débat français et nous sommes en train de travailler actuellement avec eux pour une deuxième édition du Business Summit, de Climate Business Summit au Maroc avec l'entreprise. Alors, est-ce qu'on va parler de l'argent, du fonds vert, plus que des réductions ? Vous savez que, là encore, je parle à titre personnel, ça n'engage que moi. Vous savez que je trouve que c'est un faux débat. L'histoire de l'argent est un faux débat. Quoi que ça fasse pas plaisir, il ne faut pas que je le dise. Mais je vous le dis. Vous savez pourquoi? Parce que quelle est la cause des changements climatiques? Qu'est-ce qui nous détruit tous les jours? C'est les émissions. Donc, s'il y a un objectif ultime auquel devraient s'accrocher tous les pays, c'est bien la diminution des gaz à effet de serre. C'est de ça qu'on souffre. Maintenant, l'argent, on trouvera le moyen de trouver l'argent. Et il faut que les pays ont reconnu leur responsabilité historique dans la pollution. Les pays qui ont pollué se sont engagés à aider les pays les moins développés à affronter et à combattre les changements climatiques. Et donc l'histoire de l'argent va venir. Moi, je pense que le plus urgent aujourd'hui, c'est que le fonds vert soit opérationnel, qu'il commence à travailler, qu'on voit sur le plan gouvernance comment il va gérer les fonds, sur quelle base il va donner les fonds. Et les pays prendront confiance et apporteront plus d'argent. La troisième question, quelles étaient vos appréhensions de ce sommet, enfin de ces 2 jours? Je crois dans un dicton qui dit « qui n'avance pas recule ». J'avais peur de ne pas avancer. Et tant que j'avance, j'ai espoir. Et donc, mon espoir, c'est qu'on avancera encore plus vite d'ici Paris. Allez-y, monsieur. Merci, je suis Didier Hubert Mandafimé, je suis journaliste à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. L'Afrique compte 54 pays, il y a 7 qui manquent à l'appel, 7 pays qui n'ont pas remis leur contribution à la réduction des gaz à effet de serre. Il y a bien évidemment les pays qui sont dans l'incapacité de le faire parce qu'ils sont dans des conflits, dans des guerres, mais il y en a, par exemple, qui n'ont pas ce problème-là et qui n'ont pas remis leur contribution. Est-ce que le forum de Rabat a mis en place un certain nombre de stratégies pour les amener à respecter cet engagement? Merci. One of the objectives that the European Union had when we initiated this process of INDCs
was to facilitate capacity building for elaborating the INDCs. It's not easy to prepare an INDC. It's a major challenge for many countries, and for many developing countries, it's a huge challenge. We have supported through United Nations and with support of the European Union, more than 35 countries to help them deliver the INDC. It's real that there are some missing countries, and there are some countries in which the situation of a war, an ongoing war, makes this much more difficult. But we will keep on building capacity, not only to prepare the INDCs, because now in Paris we will have, after Paris, to start a system of monitoring, reviewing, and verification the implementation of INDCs. And it's also difficult to facilitate all the information needed to verify where are we. So the capacity building will be one of the major initiatives that we'll have to put in the table in Paris, how do we support developing countries not only to prepare the INDCs and integrate themselves in the protocol, but also to fulfill afterwards the commitments and to be able to report regularly in the framework of the scheme that we want to put in action, to stock taking every 5 years and say how everybody has been implementing. Because in the future, we will have to assess globally how the INDCs have been implemented. When we say a figure at the moment, is all the INDCs were fully implemented. But we will have to assess in due course how every single country has been implemented. The important thing is that very many different countries have put on their INDCs. Some of them are conditional. So if there is financial support additional, they will be more ambitious. And that has also to be taken into account in the future when we establish our financial support. Those who have made conditional pledges, we will have to look at them and see how we target better the financial support. On the other side, on the Green Climate Fund, just to clarify one thing, the Green Climate Fund is just an instrument of the whole climate change support we are giving. Just I will give a figure. Only the European Union in a single year in 2013 provided public funding of 9.7, the European Union in member states, 9.7, 9.8 billion euros. The Green Climate Fund globally has $10 billion. So it's a part. We should not get confused. We have many different funds, many different tools. One of them, which is very useful, it will be very dynamic and it's going to be very important, is the Green Climate Fund. But Climate Fund is much more than not only the Green Climate Fund. J'avais une réponse en français de Madame la ministre. Merci, monsieur. Je voulais vous dire que pour les contributions, ce matin même, monsieur le ministre du Soudan m'a dit qu'il allait les déposer et m'a donné une copie. Donc, il y a un des pays, donc il restera 6 pays qui n'ont pas apporté leur contribution en Afrique. Juste pour vous dire que la France a lancé, l'Allemagne aussi, le Maroc également, l'Égypte également, ont créé des centres de compétences pour accompagner les pays les moins avancés qui n'ont pas les capacités à préparer leurs contributions. Nous avons fait des appels à chaque fois que l'occasion s'est présentée dans des réunions. Nous avons eu l'occasion, et Expertise France a accompagné de nombreux pays. L'Allemagne, je sais qu'elle a accompagné de nombreux pays également. Le Maroc a accompagné minimum 6 ou 7 pays pour la préparation des contributions. Donc nous attendons, il reste encore 50 jours, nous attendons que les autres pays suivent. Bien sûr, les pays où il y a des problèmes de sécurité et de l'instabilité ne seront pas certainement concernés ou prêts, mais nous avons au niveau assistance technique et renforcement des capacités étaient là au rendez-vous avec Expertise France, avec le GIZ, avec de nombreuses instances de la coopération étrangère, avec le Centre des compétences sur le changement climatique qui œuvre depuis pratiquement 2 ans au Maroc, étaient là pour soutenir nos confrères africains à répondre et d'apporter leur contribution. Maintenant, pour répéter ce que disait mon ami en français, on parlait du fonds vert et de l'argent du fonds vert.
mon ami le commissaire précisait qu'il n'y avait pas que ce fonds, il n'y a pas que le fonds vert mondial. Le fonds, il reçoit des fonds et des donations de pays et finance à hauteur de 50% l'adaptation et à hauteur de 50% l'atténuation. Mais il y a de nombreux instruments et je peux vous dire que la finance des pays dans le cadre de l'aide bilatérale et multilatérale, l'OCDE, le dernier rapport d'il y a quelques jours de l'OCDE, a inventorié 52 milliards de dollars en 2013, 62 milliards de dollars apportés dans la finance climat en 2014. Et donc, en parallèle, au niveau de la Convention des Nations Unies, il y a de nombreux fonds. Je vous ai parlé tout à l'heure du Fonds pour les catastrophes naturelles. Il y a un fonds. Et il y a la Convention de la biodiversité et le Fonds d'adaptation. Donc, il y a un fonds également pour l'adaptation. Donc, il y a énormément et beaucoup d'instruments. Et ce que nous avons demandé lors de notre dernière réunion, et c'est pour ça que l'OCDE a été mandaté pour faire le travail qu'elle fait actuellement, c'est d'essayer d'inventorier tous les outils, tous les fonds, tous les financements et de donner une image claire sur et les fonds et l'orchestration actuelle de ces fonds pour qu'on ait plus de visibilité et que même l'opinion publique ait de la visibilité sur ce qui se passe au niveau des fonds. Voilà. Alors, nous avons peut-être deux autres questions. Voilà, alors ici, vous avez la parole. Vous l'avez demandé plus tôt. Thank you. Carl Ritter from the Associated Press. My question is about how in just 1 year we've seen, as you say, about 150 countries present their INDCs. And for everyone who's followed this process carefully in the past years, it really is a huge change, a huge success. And the way things are looking, a Paris Agreement seems quite possible. If you look back in the past 2 years or so, what were the key moments, the key developments that helped make this happen? Thank you. I don't know my friend who answered, but I will make two remarks. First of all, I think that there is the acknowledge that the IPCC funding are real and they are not questioned. So everybody knows that we are in the process of global warming and it will be of enormous consequences for the biodiversity and for the world. So the findings of the IPCC that were questioned in the past, now they are widely recognized as being certain, and in the national public opinions, in most of the countries, there is the sentiment that we are facing a major challenge in the world. So that's real. Also, world leaders are concerned on it. We have seen the movement all over the world. Even the Pope came with an encyclica, Laudatio Si, on it. So there's a whole different movement. But there is one factor that for me I think is the most important. We have gone for a bottom-up approach. We have told the countries, you can propose the INDC you wish. You know your country best than us. We will not teach you lessons. You do what you want to do or you can do. And then each country has made a reflection. Industrialized countries have made ambitious commitment, the European Union 40% at least. We have analyzed a European Union-wide target. Small islands have made commitments. In some islands, tiny, and some conditional, bottom up. It has worked because the level of ambition has been higher than we have forecasted. How we go to say, well, let's put a target and let's distribute it compulsorily with member states? This will not have worked. So this bottom-up approach has worked, and now we have been surprised by the level of ambition shown. When Morocco presented the INDC, it was an extraordinary INDC with lots of ambitions. When the Marshall Islands came from one island of the Pacific with this, it was when Gabon was the first came together. It was developing countries coming to the upfront. It was not the European Union, China. No. It was developing countries who were fighting. Of course,
They have challenges. They demand of adaptation, they demand finance, they demand technological transfer, for sure. But it's a movement bottom-up who has been a success. And now we must build on this success and make that in Bonn next week and in Paris, we build a protocol for the next century. It's an instrument. And this is, and it will be with raising the level of ambition and building up. For sure, now we have difficulties acknowledge where are we exactly, because there is not a pattern to make the INDCs. We don't have a blueprint of the information now. That's why we need transparency and accountability and clear rules in the protocol, because when we take a stock the next time, we'll have more clear information and we will be able to be more accurate when we benchmark against our long-term goal, where are we? But if I have to answer your question, it's concern, real concern of the world with climate change and bottom-up approach to give an answer to that big challenge. J'ajouterais une chose. Je pense que ces 3 dernières années, tous les pays ont compris qu'il n'y a aucun pays qui est épargné des changements climatiques. C'est ça le réveil. Parce qu'entre 2012 et maintenant, on a recensé 800 catastrophes naturelles, dont pratiquement 80% ont été au niveau des pays les plus développés. Et donc, on a compris à travers le monde que personne n'est épargné. Aujourd'hui, nous, pays en développement, nous souffrons tous les jours. Mais les pays développés, il leur arrive de souffrir beaucoup en une fois. Parce que quand la catastrophe est là, eh bien, elle fait des dégâts. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit, et je crois que c'était à Varsovie, on s'est dit que tout le monde est responsable. Ça, c'était la première chose. Le deuxième point, c'est que le rapport du GIEC avait montré que si on voulait gagner et aller vers cet objectif commun, parce que nous avons, l'humanité a un objectif commun. L'humanité, dans cet objectif, il n'y a pas de confrontation. Pays développés, pays en développement, pays du Nord, pays du Sud. Dans l'objectif, on est solidaire. Nous avons un objectif commun, c'est celui d'atteindre 1,5% ou 2 degrés C. Et bien dans cet objectif, à l'issue du 4e rapport du GIEC, on avait décidé que tout le monde devait participer parce que nous avons le même objectif et que les pays qui ont revendiqué leur droit au développement devaient se développer sans commettre les erreurs des pays industrialisés. Et donc, il fallait choisir un nouveau modèle de développement qui est durable. Et donc, c'est plus pour les amener et amener les pays en développement pour qui, au fait, les changements climatiques représentent une opportunité. Notre retard est notre opportunité. Nous avons le choix d'aller vers des technologies sobres en carbone. Elles peuvent demander plus cher, eh bien on demandera plus d'argent au fonds vert. S'il y a un gap de financement, on demandera qu'il soit financé par le fonds vert. Mais nous avons le choix d'aller vers des technologies qui vont nous amener vers la décarbonation. Nous avons plus de choix que les pays développés, parce que leurs technologies sont assises, leurs centrales à charbon sont déjà là, leurs installations sont déjà là, et s'ils veulent les modifier, il va falloir du temps et beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc c'est pour ça que tout le monde doit contribuer, et tout le monde a pris conscience qu'il fallait contribuer, d'où les contributions. Alors, nous avons une question ici. Je vous demanderai d'être le plus concis possible. Allez-y. Thank you. It's Arthur Nesland from The Guardian. It's a question for Miguel Arias Canetti. You said that implementation of the INDCs will be crucial and that Paris needs to be more than just an aggregation of INDCs. It needs to deliver an ambitious mechanism to ensure that countries step forward and keep stepping forward until the objectives reached. I was just wondering when you thought the mechanism should begin, and within it, what should happen to countries that renege on their INDC commitments? What's the last question? What should happen to countries who don't meet their commitments? What should happen to countries who don't meet their INDC commitments? Let's see.
I answer the question. We are making, this is not a Kyoto Protocol with sanctions. This is a voluntary mechanism in which you make commitments, and then we globally assess where are we. For sure, it may happen that during the assessment a country has found difficulties doing something, and then collectively we can share best practices and support and so on. But this is not a punitive sanctions mechanism. We assess globally where are we. When we take stock in every 5 years or in the period which is agreed in the Paris Protocol, we will see now we are in this, how far to the objective. And then we will open a window of opportunity to the member states, to the parties of the convention, to raise the level of ambition. And then some parties, so the European Union, we say at least 40%. So we can go further on a voluntary basis. But this is a bottom-up approach in which there are no sanctions. But we have to take stock, we need transparency, we need accountability, and globally we assess where we are. Because as the Minister from Morocco said, this is a global challenge for everybody. And if we don't control global warming, it will affect developing countries, Pacific Islands, everybody. So we do it globally. But it's quite different from Kyoto. This is not a mechanism with compulsory targets and a mechanism with sanctions. It's a mechanism bottom-up that the first step has been enormously positive. When we take stock, we are proposing cycles of 5 years. For sure, the entry into force of the Paris Agreement will be 2020, after 2020, and then we will have to review the level of ambition. There will be discussions when the first revision will take place or when not. But for us, the important thing is that there is a dynamic mechanism of revision. Well, we do the date when we start the first stock taking of this. It's not as important as having a dynamic mechanism in place to review the level of ambition over time, and also to establish the principle of backsliding, which is that parts cannot come backwards. They should honor the commitments, and if they have difficulties, we will have to support them to fulfill the commitments. That's why one of the things that financial aid can do is if a country is having lots of difficulties, we'll have to focus finances to try and help them in the future. So we will develop in the future the mechanism, but it's a bottom-up, there are no sanctions, and with that kind of mechanism, up to now, this has been a real success. Alors, nous allons prendre de ce côté-ci de la salle une dernière question parce que nous avons consommé le temps qui nous était imparti. Malheureusement, le temps file vite. Alors, allez-y, madame, posez votre question. شكرا. أنا في البداية نبغي نتوجه للسيدة الوزيرة، يعني إحنا أمام مؤتمر حول المناخ دولي مقبل بباريس، ومن المنتظر أن من خلال هذا المؤتمر سوف يتم تحفيز المجتمع الدولي على المصادقة على اتفاق دولي حول المناخ. أنا التساؤل اللي عندي هو حول هل هناك يعني معطيات دقيقة وواضحة وشفافة حول الأبحاث الدولية العلمية لتوضيح الصورة أكثر حول موضوع الانبعاثات الغازية، ثم ما هي الميزانيات المرصودة المالية للبحث العلمي والأكاديمي باعتباره يعني طرف في يعني التدقيق حول هذه الانبعاثات، وهل يعني الحكومة المغربية ضمن استراتيجيتها أيضا هناك ميزانية مرصودة للبحث العلمي لنكون أكثر دقة في البحث الأكاديمي والعلمي بالنسبة للانبعاثات الغازية؟ شكرا سيدتي. أولا في البداية لابد باش نشكر السيد كانيتي على المساهمة ديال البنك الأوروبي للمغرب ب10 مليون دولار من أجل فتح 3 مؤسسات للتكوين في الطاقات المتجددة في المغرب، وكانت الاتفاقية بالأمس وتوقعت الاتفاقية ما بين وزير التعليم ووزير المالية وسي كانيتي البارح في المغرب. هذا في إطار السؤال ديالك. فيما يخص البحث العلمي،
البحث العلمي هذه السنة الحكومة المغربية قررت باش تطلع من الميزانية ديال البحث العلمي وكذلك دارت ميزانية في الوزارات بحال دابا في الوزارة ديال البيئة عندنا كنظن 2% ديال الميزانية في قلب الوزارات باش يمكن لها تساهم في البحث العلمي في الميادين اللي كتهمها. من هذا باش نقول لك بان مثلا وزاره البيئه اللي انا كنشرف عليها لان الاخرين ما كنعرفش شنو داروا، وزاره البيئه وقعت 9 اتفاقيات مع الجامعات ومع المدارس المهندسين من أجل الأبحاث هذه السنة. كذلك الوزارة قامت بإعادة الهيكلة ديال المختبر الوطني وشرينا آليات باش يمكننا نتبعوا الجودة ديال الهواء، والآن حنا كنقتنيو الآليات باش يمكننا نديروا لو سيستم داليرت الانذار باش نديروا الانذار. واخر ما قامت به الحكومه المغربيه هي اننا درنا هذاك المركز ديال الكفاءات من اجل الخبرات في التغيرات المناخيه، وهذا مركز اللي حظى بالثقه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو، اللي طلب ان هذا المركز يتفتح على افريقيا وعلى العالم العربي. وهذا المركز داخله فيه او مشاركه فيه جميع الفعاليات المغاربيه أو المغربية، يعني لا من مهندسين لا من المؤسسات اللي كتكلف بالطاقات المتجددة في المغرب، لا من المكتب الشريف للفوسفات المغرب، الوزارات اللي مهتمة بالتغيرات المناخية، وكل هاد الناس اللي كاينين في المكتب الإداري ديال هذا المركز جابت مساهمة. وهذه 3 أيام خلقت الأكاديمية الإسلامية للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية في المغرب، وهذا يعني مشروع ديال صاحب الجلالة مع l'ICESCO. Alors nous allons prendre véritablement la dernière question. Bismillah. Attendez, très concis s'il vous plaît. مشكل. اولا انا جد سعيد لتواجدي معكم، واقدم لكم بالمناسبه نفسي اسم دري الشرقاوي، سموني رئيس تحرير جريده الحدث اونلاين تي في. اولا نرحب بالضيوف عامه وخاصه الضيوف الصحفيين. السؤال هو في الحقيقه اولا الأستاذة الأخيرة الصحفية، كنت سؤالي حول يعني بالنسبة للبحث العلمي، ولكن أنا السؤال ديالي حول تكوين العنصر البشري واش مؤهل. بالإضافة من خلال هذا اليومين أكيد أن هناك تم نقاش بشكل مستفيض بعض القضايا، وربما نحن كإعلاميين نريد معرفة هذه القضايا اللي تم النقاش عليها. بالإضافة هل أنتم يعني مرتاحون للإقبال على باريس؟ هل هناك ضمانات إن شاء الله لنجاح هذا المؤتمر؟ شكرا. غادي نجاوبك على السؤال الأخير. إن شاء الله احنا مستعدين لباريس، بل حكومة ملكا وحكومة وأتمنى مجتمع مدني وشعبا. فإذا احنا مستعدين لباريس. المملكة المغربية قدمت المساهمة ديالها. المملكة المغربية الآن مع الشركاء كاملين، لا من وزارات ولا من مؤسسات ولا من مجتمع مدني. الآن احنا في صدد أننا نوجدوا لو بافيون ماروك، يعني الرواق ديال المغرب، وغادي نوجدوا كذلك الرواق ديال قمة الأطراف 22 اللي غادي يكون رواق يعني اوفيسيال رسمي. في هذا الرواق المغربي غيكون حافل بعدة محاضرات اللي غادي نقوموها مع الشركاء ديالنا في البنك العالمي، الشركاء ديالنا في الاتحاد الأوروبي، تعاون مع الألمان، كذلك الشركاء الفرنسيين ديالنا. فإذا كاينه على الأقل واحد
واحد 10 ديال المحاضرات كبيرة اللي كل نهار غادي تكون محاضرة في الرواق المغربي. كذلك غيكون استعراض ديال التقنيات والتكنولوجيات اللي توصلت لها البلاد ديالنا، لا من ناحية ديال الطاقات المتجددة ولا من ناحية تدبير السلاسل في النفايات. وغدا احنا عندنا مؤتمر على السلاسل بالنسبه للنفايات، ولا من ناحيه ديال اعاده او تثمين النفايات على الصعيد الوطني، الاقتصاد الاخضر. فاذا هناك يعني واحد مشاريع طموحه اللي قامت بها بلادنا واللي الان هي واجده باش يمكننا نعرضوها على الصعيد العالمي ونبينوا شنو هي القدرات اللي نمينا في المغرب، كيفاش يمكن المغرب يكون يعني واحد الباب مفتوحة على إفريقيا وعلى التعاون جنوب جنوب وعلى التعاون الثلاثي يعني شمال جنوب جنوب. فإذا المغرب مستعد، وكنتمنى إن شاء الله أننا غادي نتوفقوا غادي نكونوا عند الرهان في قمة الأطراف 22. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation. La conférence de presse est terminée. Merci beaucoup. Shukran.